Il y a des moments dans la vie d'un homme où le silence révèle plus que les mots ne le pourront jamais. Pendant des décennies, Lino Ventura s'est tenu avec dignité, retenue et un code d'honneur inébranlable qui a défini autant sa carrière que sa vie privée. Pourtant, vers la fin de son existence, il a admis quelque chose qu'il n'avait jamais osé confesser publiquement. Il y avait des noms qu'il ne pouvait pas effacer, des blessures qu'il ne pouvait pas pardonner, des trahisons qu'il refusait d'enterrer. Ce n'étaient pas des ennemis au sens dramatique du terme, mais des personnes qui avaient franchi des limites qu'il considérait comme sacrées. Et pour un homme comme Ventura, dont les principes formèrent la colonne vertébrale de son être, certaines limites ne pouvaient jamais être franchies deux fois. Le poids d'une vie bâtie sur des principes. Pour comprendre pourquoi Lino Ventura portait encore du ressentiment dans ces dernières années, il faut d'abord comprendre l'homme derrière le mythe. Né Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura à Parme, en Italie, le 14 juillet 1919, il fut façonné par l'adversité bien avant de poser un pied sur un plateau de cinéma. Sa famille avait fui l'Italie de Mussolini pour s'installer en France, où il grandit dans la pauvreté, enchaînant de petits emplois pour aider sa mère. Ventura quitta l'école très tôt, et la vie lui enseigna des leçons qu'aucune salle de classe ne pouvait offrir. La survie, la loyauté, le respect, et surtout un sens de la dignité qu'il protégerait jusqu'à son dernier souffle. Avant le cinéma, il devint catcheur professionnel et champion d'Europe. Discipliné, résilient, physiquement imposant mais profondément sensible. Son arrivée au cinéma en 1954 fut presque accidentelle. Jacques Becker, en quête d'un visage authentique et brut pour toucher pas au gribi, le choisit contre son gré. Ventura se sentait non préparé, non formé, presque illégitime. Mais le public reconnut immédiatement quelque chose de vrai en lui, une honnêteté, une gravité, une présence qui n'avait besoin d'aucun artifice. Dans les années 1950 et 1960, il devint l'un des piliers du cinéma français, tenant des rôles marquants dans Le Deuxième Souffle, Les Tontons Flingueurs, Le Clan des Siciliens, Garde à vue et Les Misérables. Il refusa les rôles qui sonnaient faux, évita le monde des égos du show-business et rejeta l'artificialité souvent liée à la célébrité. Mais sous le respect qu'il inspirait, Ventura portait des blessures intimes que le temps n'avait jamais apaisées. Avec l'arrivée de la nouvelle vague, il vit émerger une nouvelle génération de cinéastes et d'acteurs, brillants, expérimentaux, mais aussi, à ses yeux, élitistes et condescendants. Les tensions n'étaient pas toujours exprimées, mais elles existaient dans les silences, les regards et les règles tacites d'un milieu divisé. Ventura détestait l'arrogance, la prétention et ceux qui utilisaient l'art comme un masque pour le pouvoir. Sa vie personnelle, en revanche, restait ancrée dans la dévotion. Il épousa Odette en 1942 et demeura fidèle à sa famille, même au cœur de périodes émotionnellement troublées, incluant une liaison secrète de 10 ans qu'il n'assuma jamais complètement moralement. En 1966, après la naissance de leur fille Linda, porteuse d'un handicap, il fonda avec Odette l'association Perce-Neige, consacrant leur vie à aider les enfants handicapés. Ventura n'utilisa jamais la charité pour se mettre en avant. Pour lui, la compassion était un devoir, non un spectacle. Pourtant, même un homme aussi marqué par la retenue avait ses limites. Et dans des conversations privées durant les années 1980, alors qu'il se retirait de la vie publique et acceptait de moins en moins de rôles, Ventura confia à un jeune journaliste italien qu'il existait des personnes qu'il ne pouvait pas supporter, ni sur un plateau, ni dans la vie. Il ne prononça aucun nom ce jour-là, mais ses proches connaissaient la vérité. Il y avait 5 personnes qu'il ne pardonnerait jamais. Jean-Paul Belmondo, la collision de 2 mondes. Parmi les 5 noms que Lino Ventura conservait dans son registre silencieux, celui de Jean-Paul Belmondo occupait une place particulière, non par haine, mais parce que leur rencontre fut celle de 2 mondes qui n'auraient jamais dû coexister. Leur collaboration dans Classe tous risques, 1960,
demeure un moment marquant du cinéma français, mais en coulisses, l'expérience laissa à Ventura une résolution discrète mais inébranlable. Une fois suffisait. Au moment du tournage, Ventura avait 41 ans. Déjà un acteur respecté, connu pour sa précision, sa discipline et une éthique de travail forgée par des années de dureté. Belmondo, en revanche, n'avait que 27 ans, étoile montante de la nouvelle vague, spontané, joueur, instinctivement charismatique. Il représentait une nouvelle génération, improvisatrice, rebelle, guidée par l'élan plutôt que par la structure. Pour le public, leur duo semblait parfait, le vétéran aguerri et le jeune téméraire. Mais pour Ventura, leur différence révélait quelque chose de bien plus profond sur l'évolution du cinéma. Sur le plateau, les tensions apparurent en silence. Belmondo était connu pour sa décontraction, arrivant avec une énergie juvénile, plaisantant entre les prises, improvisant parfois ses répliques. Cette approche heurtait directement la discipline quasi militaire de Ventura. Pour lui, chaque minute comptait, et la préparation était une forme de respect envers le métier, mais aussi envers toute l'équipe. En privé, un assistant réalisateur se souvient que Ventura murmura « Il joue comme il respire. Peut-être beau pour certains, mais pas pour moi. Je respire autrement. » Ce n'était pas de la jalousie. Ventura reconnaissait le talent de Belmondo. Il admirait même certains aspects de sa facilité naturelle. Mais l'esprit improvisé qui rendait Belmondo si aimé le déstabilisait. Pour Ventura, le cinéma n'était pas un terrain de jeu, mais un artisanat. Belmondo incarnait un tournant qu'il ne pouvait accepter. Un cinéma où l'instinct prenait le pas sur la structure, où le charme remplaçait le poids, où les règles qu'il avait toujours respectées semblèrent se dissoudre. Les producteurs, enchantés par leur alchimie, tentèrent de les réunir à nouveau. Mais lorsque Ventura vit le nom de Belmondo sur une nouvelle distribution, il déclina calmement, disant à ses collègues « J'ai déjà donné, c'était assez ». Leur relation ne se transforma jamais en conflit. Pas de dispute, pas de rupture dramatique. Belmondo dira plus tard avec chaleur « Il n'aimait pas mon style, mais je le respectais. Il me faisait un peu peur, mais je l'aimais bien. » Ventura, lui, classa Belmondo dans une catégorie qu'il utilisait rarement. Incompatible. Ce n'était pas de la colère, mais une question de principe. Pour un homme élevé dans la rigueur et le silence, Belmondo représentait un cinéma trop insouciant, trop léger, trop détaché du réalisme dur qu'il chérissait. Ainsi, malgré l'admiration du public et la pression de l'industrie, ils ne retravaillèrent jamais ensemble. Ce fut le premier nom de la liste privée de Ventura. Né non de l'amertume, mais de la conviction que certains univers artistiques ne peuvent se rencontrer sans briser quelque chose d'essentiel. Michel Audiard. Des mots qui n'ont jamais trouvé refuge. Si Jean-Paul Belmondo représentait le choc de deux philosophies de jeu, Michel Audiard incarnait pour Lino Ventura une fracture plus profonde, plus irréconciliable, le conflit entre la sincérité et le spectacle. Audiard, l'un des scénaristes et dialoguistes les plus célébrés du cinéma français, était adoré pour son esprit acéré, ses tournures flamboyantes et ses feux d'artifice verbaux. Ventura admirait le talent, mais ce qu'il valorisait avant tout, c'était la vérité. Et pour lui, le génie d'Audiard paraissait souvent trop poli, trop théâtral, trop conscient de lui-même, bien que leurs chemins se soient croisés maintes fois au cours des années 1960 et 1970, dîner de l'industrie, auditions, lecture de scénarios, la collaboration tant attendue que tout le monde imaginait entre eux ne vit jamais le jour. Les producteurs rêvaient d'associer la présence granitique de Ventura aux répliques légendaires d'Audiard, espérant une sorte d'alchimie cinématographique. Mais Ventura repoussa chaque tentative, et ses raisons n'étaient pas personnelles, elles reposaient sur une incompatibilité fondamentale dans leur vision du cinéma. Le point de rupture survint au début des années 1970, lorsqu'un grand studio monta un projet qui semblait parfaitement adapté.
un polar sombre dans le Paris nocturne avec Audiard au scénario et Ventura pressenti pour le rôle principal. Audiard livra un premier jet qui enthousiasma les producteurs, rempli de dialogues incisifs, de réparties cinglantes et de rythmes linguistiques savamment orchestrés. Ventura le lut 2 fois, referma le script et refusa. Son explication fut directe, presque clinique. C'est trop bien écrit. J'entends l'auteur dans chaque réplique. Moi, j'ai besoin d'entendre l'homme, pas la plume. Pour Ventura, le dialogue n'était pas un ornement, c'était un instrument pour atteindre la vérité émotionnelle. Une bonne scène respirait à travers les silences, les gestes, les pauses lourdes, non à travers des envolées verbales destinées à impressionner. Audiard, artisan d'une langue étincelante, construisait ces scènes comme des solos de jazz. Ventura, lui, les bâtissait comme des murs de pierre. Piqué par ce refus, Audiard répondit publiquement lors d'une interview. Lino est un acteur magnifique, mais il oublie que le cinéma, c'est aussi de la musique, et que le dialogue, c'est du jazz. Pour lui, le sérieux de Ventura frôlait la rigidité. Pour Ventura, le génie d'Audiard flirtait avec la superficialité. Ventura ne répondit jamais dans la presse. Il évitait les conflits publics, mais il confia en privé à un ami. Le jazz, c'est bien, mais pas quand on joue une tragédie. Cette phrase résumait sa vision. Le cinéma ne devait jamais privilégier le style au détriment de l'âme. Il respectait la virtuosité d'Audiard, mais se méfiait de l'éclat de ses mots, un éclat qui, selon lui, pouvait éloigner un film de son cœur émotionnel. Le respect restait mutuel, mais un mur se dressait entre eux, non composé de colère, mais de conviction. Chacun croyait profondément en son art, mais leurs arts pointaient dans des directions opposées. Et pour Ventura, qui valorisait l'intégrité plus que les opportunités, refuser Audiard revenait à protéger quelque chose d'essentiel en lui. C'était le deuxième nom de sa liste. Non un ennemi, mais une impossibilité. Jean-Pierre Melville, quand deux murs se percutent. Si Lino Ventura avait du mal avec la spontanéité et la flamboyance, sa tension avec Jean-Pierre Melville venait de l'extrême inverse. Melville, l'un des cinéastes les plus influents de l'après-guerre, était connu pour sa précision glaciale, son silence quasi monastique et son contrôle autoritaire sur chaque centimètre de ses films. Il commandait un plateau comme un officier, sculptant ses acteurs comme des blocs de pierre. Ventura, bien que tout aussi discipliné, croyait en une rigueur d'un tout autre ordre, enracinée dans l'instinct humain et la clarté émotionnelle. Leurs chemins s'évitèrent pendant des années, presque par intuition mutuelle. Mais lorsqu'ils tentèrent enfin de collaborer, le résultat fut un affrontement silencieux et catastrophique. À la fin des années 1960, Melville préparait un projet provisoirement intitulé Le poids du silence, un film criminel métaphysique qu'il imaginait comme une exploration dépouillée de la culpabilité et de la solitude. Il voulait Ventura pour le rôle principal. Les producteurs se réjouissaient. 2 titans de discipline, 2 visages de granit, un chef-d'œuvre sombre en puissance. La presse en parlait déjà avant même la signature des contrats. Mais la première répétition brisa l'illusion. Melville arriva avec une pile de storyboards plus épaisse qu'un annuaire, chaque geste chronométré, chaque silence mesuré à la seconde. Les acteurs devaient exécuter, non interpréter. Pour lui, le mystère appartenait au réalisateur, pas aux comédiens. Ventura, au contraire, avait besoin de comprendre chaque battement, chaque mouvement, chaque justification émotionnelle. Il n'était pas un pantin et il refusait d'accomplir des gestes vides, même enveloppés d'une mise en scène sublime. Lors des premières séances de préparation, Melville insista pour que Ventura répète 17 fois une entrée muette, ajustant la durée d'un regard. Ventura s'arrêta et demanda « Pourquoi est-ce que j'entre ainsi ?» Melville, sans lever les yeux, répondit « Tu n'as pas besoin de savoir. » « Moi, je sais. » Ventura, qui avait survécu à la pauvreté, à la guerre, au catch professionnel et à des décennies dans une industrie impitoyable, sentit quelque chose se briser en lui.
Après une nouvelle séance éprouvante, Melville le confronta. « Tu ne comprends pas le silence. » Ventura répondit calmement. « Non, je ne comprends pas l'orgueil. » La tension envahit la pièce. Pas de cris, seulement la certitude glaciale que la collaboration était déjà morte. En quelques semaines, Ventura quitta le projet sans drame, sans explication publique. Melville le remplaça, restructura le film, puis finit par l'abandonner entièrement. Les deux hommes ne retravaillèrent de jamais ensemble, ne parlèrent jamais l'un de l'autre en interview, ne se réconcilièrent jamais. Des années plus tard, dans une conversation privée, Ventura résuma l'expérience en une phrase implacable. « Deux capitaines sur le même navire, il coule. » Il n'y avait pas de haine. Simplement la compréhension que le monde autoritaire de Melville et l'humanité instinctive de Ventura ne pourraient jamais coexister. Melville construisait des temples gelés. Ventura insufflait la vie à ses personnages. L'un exigeait la soumission, l'autre la vérité. Pour Ventura, Melville devint le troisième nom de la liste, non par trahison, mais parce que certaines âmes artistiques, réunies, s'éteignent mutuellement au lieu de créer de la lumière. Brigitte Bardot, la femme qui incarnait tout ce qu'il rejetait. Parmi les personnes avec lesquelles Lino Ventura s'était juré en privé de ne jamais travailler, Brigitte Bardot était sans doute la plus surprenante. Ils n'ont jamais partagé un plan, jamais répété une scène, jamais même tenté un essai ensemble. Leur distance ne venait pas d'une querelle personnelle, mais de quelque chose de plus profond. Pour Ventura, Bardot représentait une manière de faire du cinéma qu'il jugeait corrosive pour l'art qu'il aimait. Leur histoire commença au début des années 1960, lorsque Bardot était au sommet de sa gloire mondiale. Elle était un séisme culturel, un phénomène qui dépassait largement le cadre du cinéma français. Les caméras la poursuivaient, les tabloïds s'acharnaient sur elle, les foules se pressaient à son passage. Ventura, qui détestait la publicité, les tapis rouges et le cirque autour du végétariat, trouvait son univers étouffant et creux. Leur première et seule interaction significative eut lieu au Festival de Cannes. Ventura y assistait à contre-cœur, uniquement pour soutenir le film d'un ami. Bardot, elle, arriva comme une tempête. Entourée de journalistes, vêtue pour provoquer les gros titres, elle gravit les marches du palais comme si le monde existait pour elle seule. Un journaliste à côté de Ventura murmura « Quelle icône !» Ventura répondit calmement « Peut-être, mais pas une actrice. » Sa voix ne portait aucune méchanceté, seulement une lassitude face au spectacle. Les producteurs l'approchèrent souvent avec des scénarios les associant. Un film d'espionnage en 1964, où Ventura aurait joué un agent taciturne et Bardot une informatrice séductrice, paraissait prometteur sur le papier. Ventura refusa immédiatement. Il lut le script et déclara « Je ne joue pas avec une image, je joue avec des âmes. » Pour lui, Bardot était une icône façonnée par les tempêtes médiatiques, non une actrice enracinée dans la discipline. L'essence même de son identité publique contredisait tout ce qu'il valorisait. La retenue, le silence, la modestie et le dévouement au travail plutôt qu'à la lumière des projecteurs. Un jour, Bardot rendit visite à un plateau où Ventura tenait le rôle principal. Elle salua tout le monde avec chaleur, embrassa, plaisanta avec l'équipe, mais passa devant Ventura sans un mot. Non par manque de respect, mais parce que Ventura ne leva pas les yeux. Il restait à l'écart, les bras croisés, concentré sur une scène. Pour lui, elle n'avait pas sa place dans cet espace fragile où un acteur devient vulnérable et vrai. Des années plus tard, Bardot déclara « Il était trop sérieux pour moi, trop sévère. Je ne crois pas qu'il m'aimait beaucoup. » Elle n'avait pas tort. Mais l'antipathie de Ventura n'était pas personnelle. Elle était idéologique. Bardot représentait un cinéma oscillant entre scandale et caprice où l'émotion pouvait se plier aux gros titres. Ventura croyait que cet art exigeait de la gravité, de la sincérité et une responsabilité envers le public.
La volatilité de Bardot, ses départs et retours répétés, le chaos lié à sa célébrité, tout cela lui semblait une trahison de ce qu'il tenait pour sacré. Elle devint le 4e nom sur sa liste, non par animosité, mais parce que Ventura refusait de partager l'écran avec quelqu'un dont il ne pourrait jamais croire à la relation authentique avec le cinéma. Le producteur anonyme, la ligne que Ventura ne laissait personne franchir. Le dernier nom sur la liste privée de Lino Ventura ne fut jamais prononcé, jamais imprimé dans un journal, jamais confirmé dans une interview. Il appartenait à un homme sans visage public, un producteur dont l'influence façonnait discrètement le cinéma français des années 1970. Ventura ne le détestait pas pour des désaccords artistiques ou des personnalités incompatibles, mais pour quelque chose de bien plus grave. Cet homme avait tenté d'acheter la seule chose que Ventura considérait comme sacrée, sa conscience. L'incident eut lieu lors des préparatifs d'un drame social se déroulant dans les quartiers ouvriers du nord de la France. Ventura avait été attiré par le projet parce qu'il correspondait à ses valeurs. Une histoire sur des gens réels, oubliés, ceux dont les voix atteignaient rarement les écrans. Il croyait que le cinéma devait rendre leur dignité aux invisibles. Mais au fil des répétitions, Ventura sentit que quelque chose clochait. Des techniciens étaient sous-payés ou non déclarés, des membres de l'équipe disparaissaient des feuilles de paie, et les conditions de travail se dégradaient discrètement dans les coulisses. Il confronta l'équipe de production, demanda des explications. Ils évitaient son regard. Personne n'osait parler ouvertement, car dans l'industrie de cette époque, les producteurs avaient le pouvoir de faire ou de briser des carrières. Quelques jours plus tard, le producteur invita Ventura à une réunion privée. Un bureau faiblement éclairé, une bouteille de whisky, des sourires détendus. Il fit glisser une enveloppe sur le bureau et murmura « Lino, tu n'as rien vu. Sois souple. On peut sauver le film si tu nous aides. » Ventura ne toucha pas à l'enveloppe. Il se leva, la laissa là où elle était et répondit « Je ne me vends pas. » Quelques heures plus tard, il quitta le projet. La raison officielle annoncée à la presse fut « complications logistiques », mais ceux qui le connaissaient savaient la vérité. Il refusait d'être complice d'une exploitation déguisée en production cinématographique. Son départ lui coûta professionnellement. Certains studios le qualifièrent de difficile, inflexible, intransigeant, des étiquettes qui réduisirent discrètement le nombre de scénarios qu'il reçut les années suivantes. Ventura s'en moquait. Il confia un jour à un ami. « Mieux vaut être oublié qu'avoir honte. » Le producteur continua de travailler dans l'industrie, sa réputation intacte, ses méthodes inchangées. Ventura ne prononça jamais son nom publiquement, non par peur, mais par principe. Il croyait que la véritable intégrité exigeait le silence, pas le scandale. Mais en privé, il plaça cet homme tout au bas de sa liste, quelqu'un qui avait violé une frontière morale qu'aucune excuse ne pouvait réparer. Au milieu des années 1980, alors que Ventura se retirait du cinéma et se consacrait entièrement à Perce-Neige, son monde devint plus calme. Son cercle de confiance se réduisit. Il accorda moins d'interviews, évita les hommages publics et refusa à plusieurs reprises la Légion d'honneur parce qu'il estimait que les distinctions ne valaient rien si les institutions ignoraient les injustices quotidiennes. Quand on lui demanda pourquoi il tournait moins de films, il répondit doucement « Parce que trop d'entre eux, je ne peux plus les regarder sans honte. » Le 22 octobre 1987, Ventura mourut soudainement d'une crise cardiaque dans sa maison de Saint-Cloud. Les journaux qui l'avaient longtemps négligé le célébrèrent comme une icône nationale. Mais ceux qui le connaissaient vraiment se souvenaient de quelque chose de plus intime. Un homme qui avait protégé ses valeurs jusqu'au bout, qui pardonnait presque tout, sauf la trahison de la conscience. Ce producteur sans nom devint le dernier nom sur la liste silencieuse de Ventura. Il n'était pas haï, il était effacé. Lequel de ces 5 récits vous a le plus surpris et pourquoi? Partagez vos impressions ci-dessous et n'oubliez pas de liker, de vous abonner
et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines plongées dans les vérités cachées du cinéma.